Putain, faut faire la quotidienne, mais je suis dégoûté. On s'est fait éliminer de la Coupe du Monde alors qu'on avait le meilleur joueur du monde et qu'on avait la meilleure équipe du monde. Tout ça parce que tu as eu un arbitre qui a fait des erreurs à la fin du match. Mais c'est toujours contre nous les erreurs. C'est bizarre, hein. Bref, je suis trop deg. Je vais mettre des mois et des mois à m'en remettre, quoi. En plus, Kylian, il avait mis un triplé, quoi. Salut à tous et bienvenue dans Actu Réfractaire. On est lundi. Exceptionnellement, la vidéo arrive un petit peu plus tôt car je dois filer à Paris. Je suis invité dans une émission de parole d'honneur pour parler de la Palestine. Donc, comme d'habitude, on va parler d'actualité nationale et internationale. Donc, pense à t'abonner. La guerre de Palestine est toujours en attente de l'invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Celle-ci prépare son attaque via des repérages aériens et hier, l'armée a bombardé 250 cibles, dont l'un des commandants du Hamas d'après un communiqué. Au nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne a tiré à proximité d'un hôpital qui refusait d'évacuer pour ne pas abandonner ses blessés. Le camp de réfugiés de Jabalia au nord a lui aussi été visé par des attaques. Quant à Rafah, la ville basée au sud de la bande de Gaza, elle a été aussi bombardée. Problème, c'est là où se trouve aussi le passage de frontière avec l'Égypte où s'accumule le matériel humanitaire et les Palestiniens voulant rejoindre l'Égypte. Des frappes malgré des appels de l'armée annonçant un couloir humanitaire que le gouvernement a démenti quelque temps après. Ils disent donc aux Palestiniens de migrer vers le sud et ensuite ils les bombardent. Concrètement, c'est ça qui se passe. Le blocus est maintenu, seul le sud de Gaza a été réapprovisionné en eau après une pression états-unienne si on en croit les propagandes israéliennes. Plusieurs témoignages disent par contre que les infrastructures d'eau ont été détruites, ce qui fait que de nombreuses personnes, y compris dans le sud de la bande de Gaza, n'ont toujours pas accès à l'eau. Quant à l'ambassadeur israélien en France, il dit que l'action de l'État israélien peut conduire à la perte des otages qui ont été capturés par le Hamas. D'où le fait que 94% de la population israélienne, d'après un sondage, critique la politique du gouvernement de Netanyahou, notamment concernant la question des otages. Le Hamas, lui, a bombardé encore une fois la ville d'Askelon et elle a rebombardé la ville de Tel Aviv. Côté Liban, il y a déjà eu des morts au niveau de la frontière et l'État israélien a bombardé plusieurs bâtiments. Et 28 localités israéliennes à la frontière sont en train d'être évacuées pour éviter les pertes civiles en cas de guerre ouverte au nord. Côté international, la chef de la Commission européenne est allée en visite en Israël et elle a énervé le pourtant très européen Quatremer. Selon lui, elle dépasse largement les prérogatives de la seule Commission européenne. L'Union européenne, dans ses communications, défend l'État israélien en disant que celui-ci respecte le droit international qui comprend un droit de réponse suite à une attaque. Ce qui est totalement faux. On n'a pas le droit de massacrer des civils dans le droit international, ni de les forcer à se déplacer à plus d'1 million, ni de les priver de tout via un blocus, donc ils mentent, ils ne respectent pas le droit international. Et le gros jeu diplomatique récent, c'est le gouvernement états-unien. Ils s'investissent dans le conflit avec le soutien total à Israël, leur faisant confiance pour acheminer de la nourriture aux civils, disant que l'attaque du Hamas est comparable à l'Holocauste, mais ils posent des limites comme l'occupation de Gaza qui serait pour eux une grave erreur et la nécessité d'un État palestinien, mais évidemment pas maintenant. Un jour, Inch'Allah, qu'on aura le temps. Officiellement, le gouvernement états-unien craint un enflammement dans la région du Moyen-Orient avec l'entrée en guerre de l'Iran. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils déplacent le gros de leur flotte en Méditerranée et c'est pas juste pour fêter Thanksgiving. Le gouvernement iranien et qatari, les deux grands soutiens financiers et militaires du Hamas, eux se sont rencontrés et ils ont annoncé que si les attaques du régime sioniste contre la population sans défense de Gaza se poursuivent, personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit. Au Venezuela, le gouvernement a rencontré le président palestinien qui ne fait pas partie du Hamas, qui est l'autorité légitime de Palestine, pour lui apporter l'aide humanitaire. La fédération de football algérienne va, elle, accueillir les matchs de leur homologue palestinien pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En Algérie, au Maroc ou en Turquie, on retrouve des immenses manifestations qui sont organisées en soutien à la Palestine. Et pendant que l'ONU commence à qualifier l'action de l'État israélien comme un nettoyage ethnique et dénonce les blocages de l'aide humanitaire, l'État français, lui, maintient ses positions. Et de redire qu'Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et au danger qu'il représente. Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste, elle doit être forte. Elle sera forte si elle est juste.
Et elle sera juste si elle est conforme au droit international. Et Israël est une grande démocratie, c'est la marque des démocraties que de respecter le droit. Le ministre de la Guerre français confirme, lui, que les renseignements français collaborent avec l'armée israélienne. Et tout ça, ça peut s'expliquer assez facilement. On vous disait hier que les industriels français étaient devenus les seconds plus grands exportateurs d'armes au monde. Ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est que 2/3 de ces exportations se sont faites au Moyen-Orient, qui, si cette région s'enflamme, va donc rapporter gros aux industriels français. Et bonne nouvelle, le ministre de la Guerre israélien annonce que l'invasion de Gaza sera une guerre intense et meurtrière. Bref, le malheur des peuples fait le bonheur des industriels. Et c'est pas un hasard. On va passer à la suite, mais avant ça, faux raccord. Et après avoir parlé de la guerre en Palestine, on va donc aborder l'actualité nationale avec un article de Mediapart qui nous apprend qu'un intérimaire est décédé écrasé par un chariot élévateur qu'il poussait dans une pente trop raide. Ça s'est passé au Décathlon de la Madeleine à Paris. Le jour du décès, il y avait justement un délégué de la CGT qui était venu en visite afin de constater la casse d'un ascenseur qui permettait le stockage, qui forçait donc les employés à utiliser un lève-palette sur une pente depuis 15 jours. Mais des histoires comme ça, il y en a des centaines chaque année. En France, 2 personnes meurent par jour à leur poste de travail. Et les chiffres des accidents du travail, n'entraînant pas forcément la mort, ne sont pas mieux. Avec plus de 600 000 accidents par an, la France est le plus mauvais élève en Europe sur la question. D'autant que ce sont souvent des jeunes qui sont victimes de ces accidents, des jeunes souvent avec des contrats précaires qui prennent le plus de risques dans l'espoir de pouvoir décrocher un vrai contrat. Et pourtant, le gouvernement cherche à faire un énième cadeau aux entreprises. C'est ce qu'on constate avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui comprend un article sur l'indemnisation des accidents du travail. L'article souhaite améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents tout en limitant le risque économique pour les entreprises. Et vous l'aurez compris, avec cette formulation, en réalité, le gouvernement Macron va changer les lois pour favoriser les profits des entreprises plutôt que les intérêts des travailleurs. D'autant que la réforme des retraites va augmenter le risque d'accident du travail et que la loi travail de 2016 et les ordonnances Macron de 2017 sur le travail auraient favorisé les accidents d'après les chiffres qui sont en constante augmentation depuis la mise en place de ces lois-là. Et évidemment, on vous tiendra informé dans les semaines qui viennent de ce qu'il adviendra de cet article de loi. On reste dans le monde du travail, mais cette fois, on va parler d'une victoire. Les salariés de General Motors Canada ont gagné après seulement une seule journée de grève. Les ouvriers vont avoir le droit à une augmentation de 15% sur 3 ans de leur salaire, dont 10% dès janvier. Ces chiffres pourront être réajustés selon l'augmentation de l'inflation. Après les grèves dans l'automobile aux États-Unis, ce sont donc maintenant les Canadiens qui obtiennent gain de cause. Les constructeurs français, eux, craignent que cela donne des idées à quelques salariés en France, surtout que les négociations sur les salaires, les NAO, arrivent à grands pas. L'inflation aidant, les grèves pourraient devenir massives dans les mois qui viennent en France. Et petite note d'Eli qui a écrit ces vidéos, il a dû se renseigner dans les médias anglophones pour trouver des informations sur ces grèves au Canada, puisque ça n'intéresse pas les journalistes français. Vous pourrez trouver d'ailleurs toutes les sources en description comme d'habitude. Et si des grèves d'ampleur devaient voir le jour en France, il faudrait que ces grèves puissent s'organiser à la base par les grévistes. L'échec de la bataille de la réforme des retraites il n'y a pas si longtemps a prouvé qu'on a besoin d'organiser la lutte à la base et pas seulement enchaîner les logos sur des tracts, surtout si on veut étendre ces luttes-là au-delà de quelques secteurs qui sont rapidement mobilisables. Bon, sinon, ce week-end, c'était la flambée des colères. On vous en avait parlé durant plusieurs vidéos et donc ça s'est passé et on va faire un court bilan. Il y a eu des actions dans plusieurs villes de France, par exemple là à la Saint-Maritime, la boutique de luxe de Bernard Arnault à Paris. Et dans les rues de Paris, la police a fait son cinéma habituel en frappant et en gazant des jeunes et des moins jeunes qui en avaient juste marre de payer l'inflation pour le profit des multinationales. Cet appel suivait la journée de mobilisation du vendredi 13 où 200 000 personnes ont foulé le pavé à l'appel des syndicats. Alors clairement, c'était pas une journée extraordinaire, mais au moins ça rappelle au pouvoir et à Darmanin que malgré l'urgence de la guerre et des attentats, le problème de la faim et de la pauvreté continue à se poser en France et ça, Darmanin et ses copains, ils font rien pour l'arranger. Et on finit avec une bonne nouvelle, Vincent Bolloré, le milliardaire breton, il perd de plus en plus d'argent. Tout d'abord, son rachat du journal du dimanche, le JDD, a créé une fuite d'abonnés. En 2 mois seulement, avec la reprise du très mal aimé Geoffroy Lejeune, l'hebdomadaire
l'hebdomadaire a perdu 28% de ses abonnés, autant sur la version papier que la version numérique. Sans compter la désertion des annonceurs, il ne reste plus que l'équivalent de 3 pages de publicité contre 14 il y a un an. Et les chaînes de télé du groupe Vivendi ne se portent pas mieux pour autant. Canal+ a fait perdre 26 millions au groupe. Quant à C8 où tu as Hanouna qui passe 24/24, là, eux, ils ont perdu 23 millions. CNews, c'est 4 millions de perdus. Tu as que C-Star, une chaîne qui est presque qu'une chaîne musicale en fait, qui a réussi à faire des bénéfices, mais seulement de 2 millions, donc loin de rééquilibrer les balances. Mais on en avait déjà parlé auparavant, ces chaînes n'ont pas pour objectif d'être rentables pour le milliardaire breton. Ils souhaitent plutôt s'en servir comme un outil de propagande avec ses idées réactionnaires et d'extrême droite. Et ce qui est applicable à Vincent Bolloré est applicable aussi pour Drahi, pour Niel ou pour Bernard Arnault. La presse en France est un outil de domination possédé par les dominants, puisque les deux vont de pair. Bon, et pour couronner le tout, Bolloré vient d'être condamné au titre de la loi sur le secteur vigilance des multinationales adoptée en 2017. La somme est symbolique, c'est 140 000 € à verser à 145 paysans camerounais pour avoir pollué leur eau et empêché l'accès à leur exploitation. Et pour ceux qui remettent pas bien cette affaire, c'est celle-ci que le député Louis Boyard avait conspuée sur le plateau de Cyril Hanouna en 2022. Et l'histoire ne s'arrêtera peut-être pas là parce que tu as maintenant des paysans qui ne sont pas camerounais mais cambodgiens cette fois, qui ont entamé une procédure similaire. Et c'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne qui a été écrite par Ellie avec des recherches de Déby et de Paul. Et cette équipe, on vous le rappellera jamais assez, ne vit que par vos dons, donc n'hésitez pas à partager, commander, à vous abonner et à nous soutenir par Tipeee. Et on se retrouve demain vers 18 h pour une prochaine Actu Réfractaire. Sur ce, à la prochaine.